La franc-maçonnerie, ça fascine toujours autant, hein, mais ça provoque aussi, et depuis le début, des réactions très hostiles, très diverses. C'est vrai. Aujourd'hui, on va essayer de regarder ça de plus près, cet antimaçonnisme. Sans jugement, hein, juste pour comprendre d'où ça vient, comment ça marche, de façon neutre. Exactement. Comprendre les mécanismes. On va donc remonter un peu le temps, voir les origines au XVIIIe siècle, les différentes critiques, qu'elles soient religieuses, politiques ou carrément complotistes. Mhm. Et on verra aussi comment ça a pu se traduire concrètement, avec un exemple en Suisse qui est assez marquant, je trouve, comment cette hostilité s'est construite et pourquoi elle est encore là finalement. Alors oui, le XVIIIe siècle, les loges commencent à s'installer. Et tout de suite, la méfiance. Oui, assez vite. Faut imaginer le secret qui entoure les réunions. À une époque où la liberté de se réunir, c'était pas du tout acquis. Ça intrigue, ça inquiète. On imagine bien. Et puis, il y a les rumeurs qui circulent sur les mœurs, l'alcool, le cocktail parfait pour les critiques. Même les autorités s'y mettent. Oui, les autorités civiles aussi. En France, par exemple, hop, interdiction des réunions dès 1737. Ah oui, quand même. Et l'Église dans tout ça? L'Église catholique, elle ne tarde pas. 1738, la fameuse bulle In Eminenti. Qu'est-ce qu'elle dit cette bulle? Très clair. Interdiction aux catholiques d'adhérer, sinon c'est l'excommunication. C'est vraiment un acte fondateur de l'opposition religieuse. D'accord. Mais qu'est-ce qui dérangeait tant l'Église au fond? Le secret? Oui, en grande partie. C'est ce fameux secret maçonnique qui crispe. Et plus spécifiquement, les serments. Les serments. Ceux que prêtent les nouveaux membres quand ils sont initiés, le contenu précis de ces serments, l'Église ne le connaît pas, elle ne le contrôle pas. Ah, d'accord. C'est l'idée de ne pas savoir ce qui est juré en fait. C'est ça. Une dimension cruciale. Ça alimente la crainte que ces serments puissent aller contre les devoirs religieux. Et puis, il y a cette perception, chez certains courants religieux, Oui. que la franc-maçonnerie serait une sorte de contre-religion, qu'elle pousserait au relativisme au minimum, voire à des idées hostiles à la foi. Et les francs-maçons, ils disent quoi de ça? Eh bien, si on prend une structure comme le Grand Orient de Suisse, par exemple, leur position, c'est que les questions métaphysiques, les croyances, ça relève de la sphère privée de chaque membre. C'est une vision interne qui contraste pas mal avec les soupçons extérieurs. D'accord. Donc on a cette opposition religieuse bien ancrée. Mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Il y a aussi le politique, Absolument. Et souvent, ça va glisser vers la théorie du complot. comme avec la Révolution française. Exactement. L'abbé Barulle, après la Révolution, il va populariser cette idée. La Révolution, c'est un complot maçonnique contre le trône et l'autel, contre la monarchie et l'Église. Et cette thèse va avoir un succès fou. Une idée qui va faire son chemin donc. Pour créer ce mythe du complot judéo-maçonnique. Ah oui, avec le fameux faux document. Les protocoles des sages de Sion, tout à fait. Un faux qui va être un outil de propagande terrible, utilisé par les nazis, par Vichy. C'est fou comme cette accusation de vouloir dominer le monde en secret, d'influencer les événements pour un nouvel ordre mondial, ça revient tout le temps. C'est une constante, oui. Et cette hostilité, parfois, elle dépasse la théorie, elle devient très concrète. Vous pensez à quoi? Je pense à la Suisse, justement. En 1937, il y a eu une initiative populaire pour interdire la franc-maçonnerie. Carrément. Une initiative populaire, Qui était derrière ça? un certain Arthur Fonjala, une figure du fascisme suisse de l'époque, d'ailleurs soutenu financièrement par Mussolini. Ah oui, le contexte est clair. Et alors cette initiative? Elle a été rejetée, massivement. Plus de 68% des Suisses ont voté contre. Une défense des libertés, en quelque sorte? C'est comme ça que ça a été vu, oui. Une défense de la liberté d'association face au régime totalitaire qui montait partout en Europe. Il n'y a que le canton de Fribourg qui l'avait accepté. C'est un épisode assez révélateur. Et aujourd'hui, cet antimaçonnisme, il en reste quoi? Est-ce que ça a disparu? Non, non, pas du tout. Il est toujours là. Il trouve même une nouvelle jeunesse sur Internet. Mais les critiques peuvent aussi être, disons, plus contemporaines. C'est-à-dire? Des soupçons de réseaux d'influence un peu opaques, de copinage dans certaines affaires, ou ce qu'on appelle l'entrisme. L'entrisme? Qu'est-ce que c'est? Finalement, ça rejoint les vieilles craintes sur le pouvoir occulte, mais sous une forme un peu modernisée. D'accord, je vois. Donc, si on essaye de résumer un peu, on a vu que l'antimaçonnisme repose sur plusieurs choses. La critique religieuse, très liée au secret, au serment. Ensuite, les accusations politiques, qui virent souvent au complotisme, avec cette idée d'influence cachée. Et parfois des actions politiques directes, comme l'initiative Fonjalaz. Voilà. Notre but ici, c'était vraiment juste de présenter ces différentes facettes de manière factuelle, sans prendre parti. C'est clair. Et ça laisse une question en suspens peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe qui fonctionne de manière discrète,
comme la franc-maçonnerie, puisse générer à la fois autant de fascination et en même temps un rejet aussi fort, aussi tenace? C'est une bonne question. Et puis, dans le déluge d'informations qu'on a aujourd'hui, comment on fait la part des choses? Comment distinguer la critique, même dure, mais argumentée, des théories complètement délirantes? Vaste programme. On va peut-être laisser nos auditeurs réfléchir à ça.